Notre invité Yann Onona, journaliste à l'équipe, ne pourra pas venir ce soir. Il est finalement retenu à Bercy pour la finale de France de basket. On espère le recevoir à notre prochaine émission. Nous accueillons un spécialiste du site internet Bar des Sports ce soir. Pierre-Hakim Ougourny, habitué des pages football, est avec nous. Salut Pierre-Hakim. Salut Mathieu. N'oubliez pas, chers auditeurs, que vous pouvez participer au débat sur nos deux plateformes, le chat d'RTSradio.fr et notre page Facebook RTS Radio Bar des Sports. Tout est dit, l'émission peut commencer, messieurs. C'est l'heure de la première tournée. Le patron offre son cocktail d'actu. C'est le flash de la semaine avec Nicolas Mangeard. L'actu de la semaine avec Nicolas Mangeard. Lundi, Laura Flessel, nouveau porte-drapeau de la France. La guêpe, comme on la surnomme, a été désignée par le comité olympique français pour être le porte-drapeau de la France à Londres. C'est seulement la troisième femme à obtenir une telle distinction. Elle participera à ses 5e Jeux pour l'occasion. Mardi, c'est fini pour la France en hockey. Les Bleus ne sont pas passés loin de la qualification pour les quarts de finale du mondial finlandais. Ils avaient besoin d'une victoire face à la Slovaquie pour y accéder, mais se sont inclinés 5-4. Les Français peuvent tout de même repartir avec le sentiment du devoir accompli, eux qui ont réalisé une très belle compétition. Mercredi, San Antonio débute bien sa demi-finale de conférence. Les Spurs n'ont fait qu'une bouchée d'une pâle équipe des Los Angeles Clippers. Grâce à un 13/25 à 3 points et un collectif bien rodé, San Antonio peut logiquement croire à aller en finale de conférence dès dimanche soir. Jeudi, Lyon remporte encore la Ligue des Champions. Les filles de l'Olympique Lyonnais ont remporté pour la seconde année d'affilée la Ligue des Champions en battant Francfort 2-0. Les buts ont été inscrits par Camille Abelli et Eugénie Le Sommer. Qu'on se le dise, le football féminin va bien. Vendredi, Biarritz sur le toit de la petite Europe. Après un début de saison catastrophique, Biarritz termine la saison sauvée en top 14 et avec un trophée européen qui les envoie en H-Cup l'an prochain. Les coéquipiers de Dimitri Yachvili ont battu Toulon en finale du Challenge européen 21-18 dans un match qui ne restera pas dans les annales. Samedi, Chelsea, 4 ans après. Les Blues ont remporté la finale de la Ligue des Champions au tir au but. Les Londoniens effacent ainsi le souvenir de la finale perdue il y a 4 ans face à Manchester United au tir au but. La saison de Chelsea se termine remarquablement bien. Une victoire en Cup, en Ligue des Champions et une qualification pour cette même épreuve l'an prochain. Et enfin, aujourd'hui, Lorenzo s'impose au Mans. Jorge Lorenzo s'est imposé au Mans dans une course qu'il a dominée de la tête et des épaules. Parti 3e sur la grille de départ, il a doublé dès le début de la course les Honda. Rossi, 7e sur la grille, termine 2e avec un joli retour sur Stoner dans le dernier tour. Très bien, merci Nicolas pour toutes ces précisions. On va faire notre habituel tour de table pour savoir ce qui vous a marqué en particulier cette semaine. Maxime, ton actu de la semaine. Mon actu, alors Nico n'a osé ne pas la dire. Non, je fais simplement un petit coucou aux supporters de la section paloise parce que Pau s'est imposé hier en Pro D2, en demi-finale d'accession au top 14. Et on attend avec impatience l'adversaire cet après-midi dans le derby landais entre Dax et Mont-de-Marsan. Voilà, c'est mon actu du week-end, de la semaine, de l'année s'il le faut. C'est un peu l'événement pour tous ceux qui sont du Béarn, donc c'est mon actu à moi. Nico. Ouais, tout le monde s'en fout en fait de Pau. Non, je rigole. Non, ils ont eu une belle victoire. Moi, fais gaffe, Nico. Ce qui m'a marqué cette semaine, c'est surtout cette victoire de Chelsea en Ligue des Champions. Ça m'a fait vraiment très plaisir parce que des gars comme Didier Drogba, comme Petr Cech, ils l'ont vraiment mérité après beaucoup d'échecs et ça fait vraiment plaisir de voir ça, même si on pourra toujours regretter le niveau de jeu affiché, mais sur le fond, ça fait du bien de voir ce genre de joueurs. Qui joue avec ses tripes de remporter cette compétition. Pierre-Hakim, ton actu. Pareil que Nicolas, c'est surtout la victoire de Chelsea en Ligue des Champions, même si c'était pas un grand match. Ils ont montré beaucoup de qualité humaine, beaucoup de solidarité, et comme ils l'avaient fait contre Barcelone. Et donc, même si elle n'est pas méritée de champion du jeu, c'est quand même une belle victoire de la part de Chelsea. Très bien. Alors moi, j'aurais pu choisir aussi la Ligue des Champions, et ben ce sera le Grand Prix qui a eu lieu tout à l'heure au Mans, puisque j'ai eu l'occasion de le regarder, et cette belle deuxième place de Valentino Rossi, qui, on le sait, a de gros problèmes chez Ducati depuis sa signature, et c'est beau de le retrouver sur les podiums avec un excellent niveau, puisque Stoner, c'est pas forcément simple à rattraper, et il a fait une très très belle course et un beau dépassement dans le dernier tour. Très bien, messieurs, on va pouvoir passer à la première page. On ouvre tout de suite le football. C'est la chronique de Pierre-Hakim Ougourny.
Alors que tout le monde attendait un énième classico en finale de la Ligue des Champions, Chelsea et le Bayern avaient réalisé l'exploit de se hisser en finale, qui avait lieu hier. Alors qu'ils évoluaient à domicile, les Allemands ont dû s'incliner face à la froideur du réalisme des Blues. Pierre Hakim. Après avoir éliminé le Barça en demi-finale sans rien montrer offensivement, Chelsea a refait le coup en finale face au Bayern. Les chiffres sont éloquents. Les Anglais ont tiré 9 fois au but contre 35 fois aux Allemands. Comme face à Barcelone, ils ont fait preuve d'une très grande solidarité défensive et ça a payé. Le Bayern avait pourtant ouvert le score dans les 10 dernières minutes après avoir longtemps buté sur le mur dressé par les Blues devant leur but. Mais cela n'a pas suffi. À 2 minutes de la fin du temps réglementaire, sur le premier corner de la partie pour Chelsea, Didier Drogba a surgi au premier poteau pour ajuster Manuel Neuer et envoyer les deux équipes en prolongation. L'Ivoirien aurait pu être le héros malheureux de cette finale, puisque c'est lui qui a concédé un penalty en début de prolongation pour une faute sur Franck Ribéry. Malheureusement pour le Bayern, Arjen Robben a trouvé sur sa route un très bon Petrček. Les deux équipes se sont donc dirigées vers la séance de tir au but. Mata et Olic ont raté leur tentative. Schweinsteiger avait l'occasion de mettre la pression sur Chelsea, mais il a trouvé le poteau. C'est donc à Didier Drogba qui est revenu la responsabilité du dernier tir au but. Comme souvent, l'ex-Guingampien n'a pas tremblé et a offert à Roman Abramovich sa première Ligue des Champions. Di Matteo a réussi son pari. Au vu de ce qu'a proposé Chelsea en demi-finale et en finale, peut-on dire que leur victoire est méritée? Très bien, merci Pierre Hakim. Alors on va décrypter un petit peu cette finale. Alors d'abord, on va peut-être répondre à la question posée. Nico, ton avis d'abord. Ça dépend quel argument tu prends. Écoute, si tu parles au niveau du jeu, oui, c'est sûr qu'ils n'ont pas développé un jeu comme on aimerait le voir pour une finale de Ligue des Champions. Après, dans ce genre de compétition, dans ce genre de match, une demi-finale, une finale, c'est des matchs qui se gagnent, c'est des matchs, à la limite, j'ai envie de dire, peu importe la manière, c'est pas comme en poule où tu peux te faire plaisir. Là, c'est des matchs à élimination directe, donc tu essaies de gagner avec tous les moyens possibles et les arguments de Chelsea, ils n'étaient pas dans le jeu cette année parce que il y a eu des changements d'entraîneur, il y a eu beaucoup de turnover au niveau des joueurs, ça a été un peu compliqué à gérer, donc ils n'ont pas pu se créer un fond de jeu suffisamment important pour lutter contre des équipes comme le Bayern et le Barça. Donc ils ont joué avec leurs arguments, le mental, le physique, l'envie et puis au final ça a payé. Alors ils ont eu de la chance contre le Barça, ils ont eu de la chance contre le Bayern aussi, mais un champion, il lui faut de la chance pour remporter une compétition. Donc non, c'est pas du tout en vol cette Ligue des Champions. Maxime, victoire méritée pour Chelsea? C'est pas un vol du tout, on le sait, c'est le meilleur qui gagne, et bien c'est Chelsea hier, parce qu'ils ont été plus réalistes, parce qu'ils ont été plus solides, parce qu'ils ont su mieux concrétiser leurs actions. Même au Bayern, ils le disaient, ils peuvent s'en prendre quand même. Ils ont pas réussi à marquer ce but supplémentaire par rapport à Chelsea dans une finale où ils ont largement dominé, certes, mais domination qui restait quand même stérile. On a vu que sur les côtés, ils n'ont pas réussi vraiment à faire la différence. Devant, ils n'ont pas réussi à être suffisamment sérieux et concentrés, appliqués pour marquer les buts qui auraient suffi à leur bonheur. On a vu que ce but de Thomas Müller, et c'était un peu à l'arraché, une tête, on va dire, miraculeuse qui rentre dans la lucarne de Cech, alors qu'au contraire, Chelsea a vraiment été impeccable offensivement. Ils ont eu très peu de ballons à négocier pour les attaquants, et Drogba, sur sa seule occasion, plante le but parfait, limpide, d'une tête incroyable. Donc vraiment, Chelsea sur ce match, peut-être que ça n'a pas été flamboyant, peut-être que sur la campagne, l'ensemble de la campagne, ça n'a pas été flamboyant, mais je me rappelle quelques matchs comme Naples où ils sont revenus de nulle part et on a bien senti que c'était la saison ou jamais pour Chelsea de gagner, parce qu'ils avaient, en plus d'un sacré collectif, d'une sacrée défense, ils avaient un petit supplément d'âme et c'est ce qui les a fait gagner. Pour moi, ils méritaient largement leur victoire. Alors j'ai une question pour Pierre Hakim. Finalement, c'est comment expliquer cette contre-performance du Bayern? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'au final, cette équipe a des joueurs expérimentés, a l'expérience des grands matchs. C'est un club de grande envergure. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'équipe rate complètement et que Robben ne cadre pas une frappe, que Gomez rate à peu près tout ce qu'il fait? Bah, je sais pas, c'est peut-être mentalement qu'ils ont pêché les joueurs du Bayern. Après, comme Chelsea, le Bayern avait des joueurs suspendus. Et quand on a vu les deux demi-finales qu'a fait David Alaba contre Real et ce qu'il a apporté offensivement, c'est sûr que c'était pas pareil que Contento hier et que Ribéry il était un peu seul sur son côté gauche. Mais ouais, il y a pas mal de raisons. Et Robben et Ribéry, normalement,
des joueurs de ce standing de faire la différence lors des grands matchs. Ils ont pas montré grand-chose. Robben, il avait l'occasion de marquer un penalty, il l'a raté, comme il l'avait fait face à Dortmund en championnat il y a quelques mois. Donc ouais, les grands joueurs du Bayern sont passés à côté de leur match et c'est dommage parce qu'il y avait largement la place de s'imposer parce que Chelsea n'a pas non plus réalisé un excellent match. Nicolas. Moi, je pense que vraiment la clé dans ce match, au-delà du fait que le Bayern n'a pas été assez réaliste, c'est vraiment l'impact physique imposé par les joueurs de Chelsea. Quand tu regardes les joueurs qui ont joué cette finale, à la limite, le seul qui physiquement n'est pas un monstre, c'est Mata. Sinon, tous, c'est des bœufs, quoi. C'est les mecs, ils sont taillés en V. C'est vraiment un impact qu'ils imposent et on l'a vu dès la première action du match. C'est qui? Je crois que c'est Lampard ou Ashley Cole qui va mettre un bon tampon sur un joueur du Bayern pour leur montrer que ce soir, ça va pas être facile, les gars. Et c'est ce qui était passé contre Barcelone. Et vraiment, dans l'impact physique, Chelsea n'a pas d'égal. Et quand on voit que le Bayern a eu combien 30 corners ou je sais plus, ou 19 corners, un truc comme ça, et ben, ils ont jamais réussi à mettre en danger Chelsea sur les coups de pied arrêtés, parce que Chelsea sur les coups de pied arrêtés, c'est une équipe monstrueuse. C'est peut-être la meilleure équipe au monde sur les coups de pied arrêtés défensifs, parce que voilà, ils ont des joueurs qui prennent de la place, qui se laisse pas faire dans les duels et c'est vraiment une des composantes importantes de la victoire de Chelsea en Ligue des Champions cette année. Alors j'ai une autre interrogation pour vous, messieurs. Je sais pas si vous pouvez répondre. Tu parles de coups de pied arrêtés. Il y a justement Robben qui a été monstrueux. Enfin monstrueux. Je parle dans le côté négatif. Au niveau de ses coups de pied arrêtés, qui a pratiquement pas tiré bien un seul corner. Sur les coups francs, on n'en parle même pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de l'entraîneur? Moi, je pense que après le penalty raté, faut changer de tireur. Et je sais pas, il y a un moment psychologiquement, Robben doit être marqué par ce penalty qui manque et il continue de tirer les coups de pied arrêtés derrière et on voit que c'est une catastrophe complète, quoi. Je sais pas, Nico, là, Mais je suis d'accord avec toi, surtout que à la limite, quand tu commences à rater plusieurs coups de pied arrêtés, c'est pas comme si dans son équipe il avait que des mecs qui ont les pieds carrés. T'as Toni Kroos, t'as Thomas Müller, t'as des mecs, t'as même Ribéry qui peut tirer des coups francs. T'as des joueurs qui. ouais. T'as Chouameni, oui, t'as vraiment des joueurs qui sont là, qui peuvent placer une bonne frappe de balle, soit pour un centre, soit pour une frappe. Et c'est vrai que ça a été assez bizarre ce rôle qu'a eu Robben. Alors après, Robben, on le sait, hein, même quand il rate, il continue, il persévère et parfois ça peut marcher. Là, pour le coup, ça a pas du tout marché et son match a été très vilain. Mais après, je pense que ça fait aussi partie de leur système d'équipe avant le début du match. Une fois que tu as désigné un tireur, c'est peut-être qu'ils se sont dit que même s'il en rate plein, Robben, il est capable de faire un match minable et puis de te sortir un truc magique à un moment donné. Donc c'est tout le problème avec ce type de joueur. Maxime. Il faut arrêter de croquer, à un moment donné aussi, de croquer tous les ballons, de prendre tous les tirs quand on a un coéquipier mieux placé. Je pense que Robben a été, pas seulement dans les coups de pied arrêtés, dans le jeu, il a été beaucoup trop individualiste. Il a fait le soliste, il s'est cru sauveur du Bayern Munich. On a vu que ça n'amenait à rien face à une défense hyper regroupée, face à une équipe hyper solidaire comme Chelsea. Écoute, à un moment donné, moi j'ai envie de dire que voilà, Robben, c'est un peu, je vais pas dire c'est le chat noir, mais presque de ses équipes. Il n'a pas remporté grand-chose. Il amène certes dans les matchs de championnat, dans les matchs de fin de saison régulière, mais dans les matchs couperés, c'est plus tout à fait la même chose. Il faut être hyper collectif, il faut être au service du collectif, il faut faire la différence pour les coéquipiers, pas pour soi. À un moment donné, il faut savoir aussi faire le sacrifice et il n'a pas su le faire. On a senti que dans son match, il était en jambes, mais il n'est pas inspiré. On a vu que sur les coups de pied arrêtés et sur les actions offensives, il n'arrivait pas à faire la différence. Quand il arrivait à le faire, il fallait qu'il marque, mais il avait toujours un pied d'un défenseur de Chelsea. Il avait toujours quelqu'un pour l'empêcher d'être dans les parfaites conditions pour marquer et on l'a bien senti, tout seul il pouvait pas y arriver. Alors, il faut parler d'un autre homme, bien sûr, messieurs, dans cette page football. Évidemment, c'est Didier Drogba. Didier Drogba, le malheureux dans les années passées, hein, le malchanceux par la finale contre Manchester, par sa demi-finale contre le Barça, encore cette année en finale de la CAN. Et finalement, ça lui a souri. Cette année, en Ligue des Champions, en finale, parce qu'il nous sort un match exceptionnel encore, comme contre le Barça, on l'a retrouvé arrière gauche à plusieurs reprises, alors que bon, il a plus ses jambes de 20 ans non plus, Drogba, mais il continue à montrer toute sa présence. Alors Nicolas, une petite place dans le top 5 Ballon d'Or pour Drogba, là, ça paraît acquis. Ah, s'il n'est pas dans le top 5 Ballon d'Or, je pense qu'on peut envoyer des lettres, des lettres
de supporters, de futurs journalistes énervés par rapport à ça, parce que c'est pas possible. Il a fait une saison magistrale et en plus, on voit que la chance a vraiment tourné avec lui cette saison parce que il provoque un penalty sur Messi en demi-finale, Messi le rate. Il provoque un penalty sur Robben non, sur Ribéry en finale, Robben rate le penalty. Donc vraiment, il y avait toutes les caractéristiques qui étaient là pour que ça soit l'année de Drogba. En plus, il marque le tir au but décisif, il marque le but de la tête en finale. C'est un immense sacre pour un très grand joueur qui a longtemps échoué avant la dernière marche et personnellement ça me fait vraiment très plaisir de le voir ça. Juste une petite pensée quand même pour Petr Cech qui fait 2 matchs en demi-finale monstrueux où il arrête un nombre de frappes barcelonaises incalculable, qui en finale arrête encore le penalty, fait une très bonne séance de tir au but, qui prouve aussi que il a que 30 ans et qu'il est il est dans le top 5 des meilleurs gardiens mondiaux. Pierre Hakim, un petit mot sur Drogba. Bah, Drogba, j'ai toujours trouvé que c'était un excellent joueur. Ça fait très longtemps qu'il montre qu'il est dans les meilleurs attaquants dans la meilleure attaquant du monde. Mais ouais, il a été décisif cette saison dans les matchs importants pour Chelsea. Il a marqué en finale de la Cup contre Liverpool. Il a marqué au match aller contre le Barça. Il a marqué hier, mais en, en faire euh, en faire un héros par rapport à hier, je trouve que c'est surtout symbolique parce que il a marqué le but égalisateur, c'était très important. Mais dans le match, son rôle sur son rôle offensif, on l'a pas beaucoup vu Chelsea n'a pas beaucoup joué. Mais c'est vrai que défensivement, il a fait un gros match. Mais après, le fait qu'il marque le tir au but décisif, c'est un peu le hasard. Ça aurait très bien pu arriver à un autre joueur. Donc le fait de dresser Drogba en héros, je trouve que c'est un peu symbolique sur le match d'hier. Mais il a quand même fait une grosse saison. Et Ouais, mais comme l'a justement, dit, tu vois, moi je trouve que voilà, il a pas une occasion du match, il fait un gros match défensif. Sa seule occasion, c'est sa tête, il la marque. Il se retrouve à mettre le tir au but décisif. Je pense qu'à un moment donné, il y a pas que du hasard là-dedans et les grands joueurs font la différence au bon moment et il en fait partie. ouais, c'est vrai, mais comme t'as dit, il aurait pu être ju- justement un peu de sa faute si Chelsea avait perdu. Il aurait juste suffi que Robben mette son penalty et étant donné que c'est lui qui l'a concédé, il y a peut-être des gens qui auraient pu remettre la faute sur Drogba. Ouais, c'est à cause de Drogba que Chelsea a perdu. Donc ouais, comme quoi ça tient un peu de choses. Maxime. Oui, après pour revenir sur Drogba, bon, il fait pas non plus la saison de sa vie. Nicolas, faut pas exagérer. S'il mérite le Ballon d'Or, c'est. Non, t'as dit qu'il faisait une très bonne saison. Mais il fait pas une grande saison, il fait une énorme fin de saison, ça oui. En Ligue des Champions, il a été impérial sur on va dire les 3 derniers matchs, la demi et la finale, parce que il occupe la défense. C'est un mec, voilà, lui c'est totalement l'inverse d'un Robben. C'est quelqu'un il fait le jeu pour les autres. Il fait le jeu en pivot, il occupe toute la défense centrale. Vraiment, il magnétise les défenseurs sur lui pour libérer les espaces pour les autres. C'est un joueur qui est hyper utile pour le collectif. Et hier soir, c'est plus que symbolique aussi qu'il mette le dernier penalty. C'était tellement évident que ça devait être lui qui devait le mettre. Et le scénario a fait, certes, que ce soit lui qui tire le dernier, mais comme le scénario était là, il pouvait pas le manquer, il pouvait pas le louper. C'est plus que symbolique que ce soit lui qui le mette parce que sur l'ensemble de sa carrière, il mérite quand même de remporter un trophée aussi immense. Alors messieurs, on peut peut-être faire un petit mot, un petit hommage aussi à Di Matteo. Di Matteo qui prouve encore une fois de plus à Chelsea que les coachs qui viennent du club, les gens qui viennent du club savent gérer ce club, savent gérer cette équipe. À chaque fois, Abramovich a voulu reprendre un grand nom derrière. Alors pour cet été, Di Matteo ou pas, Nicolas? Ah, moi je vote pour Di Matteo. Après, est-ce qu'il va le garder? C'est pas une certitude. Il y a des bruits qui courent comme quoi il voudrait prendre Fabio Capello. Je suis pas persuadé que ça soit un meilleur entraîneur que Di Matteo. Di Matteo, la force qu'il a, comme tu l'as dit, c'est qu'il vient du club. Il a, on va dire, un peu franchi les échelons dans le club. Il a vraiment une connaissance intime avec Chelsea et c'est ce qui en fait sa force. Je pense aussi qu'il a un bon feeling avec ses joueurs. Il sait leur parler, il sait ce qu'il faut leur dire. Il arrive à mettre le vestiaire de son côté et chose que les grands techniciens ne font pas forcément toujours. Et voilà, pourquoi ne pas lui donner sa chance? Il leur fait gagner la Cup, il les qualifie pour la Ligue des Champions l'an prochain. Bon, certes en gagnant la Ligue des Champions, mais quand il reprend Chelsea, ils étaient 10e, il termine 6e, ce qui est pas non plus un énorme scandale. Euh, Moi, je pense que vraiment Di Matteo devrait rester à Chelsea. Après,
les enjeux et les pensées d'Abramovich, on n'est pas dans sa tête, donc on peut pas vraiment savoir ce qu'il va vouloir faire. Mais s'il le vire, ce serait quand même, sacrément délicat, sachant que Abramovich court après la Ligue des Champions depuis qu'il a racheté Chelsea et que le premier entraîneur qui lui offre, s'il le vire, j'ai envie de dire, il n'y a plus de logique. Hein. Pierre, qui met un petit mot sur Di Matteo pour conclure avec la Ligue des Champions. À partir du moment où Di Matteo il a fait le travail, Abramovich il doit le garder, surtout que, comme a dit Nicolas, ça fait très longtemps, ça fait depuis qu'il est arrivé qu'il court après la Ligue des Champions. Même José Mourinho n'a pas réussi à lui offrir. Ce serait bête de le licencier, mais ouais, donc j'espère vraiment que Di Matteo va rester. Il a fait du très bon travail, il a rapporté quand même 2 titres à Chelsea. Il a il a su relancer des joueurs qui jouaient moins sous Villas-Boas parce que Drogba et Lampard, surtout ces deux-là, ne jouent pas beaucoup avec André Villas-Boas, et alors qu'ils ont fait une très grosse fin de saison avec Di Matteo. Donc ouais, je pense que Di Matteo, surtout qu'il connaît pas mal de joueurs de Chelsea, étant donné qu'il a joué dans ce club, c'est un très bon choix et je pense que ouais, ce serait une erreur de ne pas le prolonger. Très bien, messieurs, on va maintenant passer à la Ligue 1 parce qu'il y a la 38e journée de Ligue 1 qui se joue ce soir avec en vue le titre pour Montpellier ou Paris en fonction des événements bien sûr. Alors on va se centrer principalement sur ces deux équipes avec Montpellier qui joue sa peau à Auxerre. On sait que c'est pas facile ces derniers temps d'aller jouer à Auxerre car ils ont repris un peu du poil de la bête. Il y a Paris qui s'est cassé les dents là-bas. Il y a plusieurs équipes qui sont cassées les dents. On sait pas. À Auxerre il peut tout se passer. Ça peut être 4-0 ou ça peut être un nul. Il peut tout se passer. Paris qui va à Lorient. Ça va pas être évident non plus parce que Lorient va vouloir sauver sa tête avec Christian Gourcuff qui propose toujours du jeu. Paris va devoir sortir un gros match encore pour espérer un faux pas de Montpellier et le titre. Alors Pierre Hakim, une analyse sur ces deux matchs à venir qui sont décisifs. Bah, Montpellier est clairement en position de force. Il leur suffit d'un nul à Auxerre pour être champion. Et étant donné qu'Auxerre est déjà relégué, je pense pas qu'ils ont vraiment une envie énorme, même si forcément ça va leur tenir à cœur de bien terminer devant leur public. Mais euh, s'ils voient que Montpellier commence à marquer peut-être 1 ou 2 buts, ils vont pas forcément avoir le mental pour aller les chercher. Donc ouais, Montpellier s'il marque d'entrée, Montpellier sera champion très facilement. Et par contre, si Auxerre joue vraiment le match sérieusement, il y a une petite chance que qu'Auxerre gagne, mais le faut être honnête, le titre est quasiment dans la poche de Montpellier, même si ce serait une belle surprise de voir Paris champion vu les matchs qu'ils font en ce moment. Nicolas. Moi, je pense que le plus gros ennemi de Montpellier, c'est Montpellier lui-même, parce que toute la saison, on a un peu remis en cause les qualités de cette équipe de Montpellier. Est-ce qu'ils allaient tenir mentalement? Est-ce qu'ils allaient tenir dans le jeu? Ils ont fait mentir un peu tout le monde, hein, en allant faire des gros résultats, en battant Lille la semaine dernière. Donc voilà, ça va vraiment être la capacité à Montpellier de pas se mettre la pression, de continuer à jouer son jeu, sachant que Belanda sera pas là, donc on a quand même Cabella qui va jouer, mais on aura un joueur cadre en moins. Et voilà, c'est une équipe jeune qui est inexpérimentée. Est-ce qu'ils vont tenir la pression d'un match avec un tel enjeu? Parce que c'est le match le plus important pour le club depuis sa création. Donc voilà, c'est vraiment là-dessus, je pense que va se faire la différence. Si Montpellier arrive à oublier un peu l'enjeu et à jouer le jeu qu'ils ont développé toute la saison, il y aura pas de souci à se faire parce que concrètement le PSG va mettre le feu à Lorient et je vois pas le PSG perdre à Lorient et donc c'est vraiment Montpellier qui est son pire ennemi ce soir. Alors pour finir messieurs, il y a une place aussi qui se joue en Europa League entre les Girondins de Bordeaux, l'AS Saint-Etienne, le Stade Rennais et
Toulouse, dont une confrontation des plus importantes entre Saint-Etienne et Bordeaux. On va laisser Maxime nous parler de ça. Non, je ne te prends pas Comme pour par Bordeaux, hasard. Maxime. Mais non, mais on ne t'entend pas depuis tout à l'heure, c'est pour ça que je me permets de te prendre pour Bordeaux. Ah bah merci pour le cadeau, je suis vachement objectif en plus, tout le monde le sait. Tu me remercieras plus tard. Non, pour ce match, bon, ça va être très serré. Après, je vois Bordeaux sur une dynamique absolument énorme. Ils ont fait une deuxième partie de saison très efficace. Saint-Etienne est très bon à domicile, donc ça va être un match très serré. 5 victoires d'affilée Bordeaux sur les 5 derniers jours. Ouais, voilà, donc le match va être très très compliqué. Une chose est sûre, Rennes sera en embuscade parce que je pense qu'ils vont battre Dijon. Je pense que Toulouse n'arrivera pas à battre Ajaccio parce que Ajaccio va se sauver. Donc après, la décision elle se fera entre Rennes, Saint-Etienne et Bordeaux, je pense. Même si je mettrai une petite pièce sur les Girondins quand même sur la forme du moment. Pierre Hakim. Bah, pour moi, même si ils sont septième actuellement, c'est Rennes qui est le mieux placé pour terminer cinquième parce que ils affrontent Dijon qui est 19e. C'est un peu n'importe quoi ce qui se passe à Dijon en ce moment au niveau au sein du club et même sur le terrain. Il manquera deux joueurs importants à Dijon. Offensivement, il manquera Kakuta et Boteac qui seront pas là ce soir. Donc Rennes devrait logiquement s'imposer à domicile et pour priver Rennes d'une qualification en Europa League, Bordeaux ou Saint-Etienne devra gagner. Donc ça risque d'être très compliqué. Je vois plutôt un nul entre Saint-Etienne et Bordeaux et Rennes s'imposer facilement face à Dijon, pardon. Et donc terminer cinquième et aller en Europa League. Après, si Rennes va en Europa League, j'espère qu'ils feront pas l'erreur qu'ils ont fait cette année de ne pas la jouer, de la prendre un peu par-dessus la jambe, parce que c'est très important pour le coefficient UEFA. Mais bon, c'est pas le problème. Là, Rennes doit faire le travail ce soir, et ensuite on verra l'année prochaine. Nicolas. De toute façon, on refera un point la semaine prochaine, une fois qu'on aura eu tous les résultats sur la Ligue 1 pour voilà un petit débrief de la saison de Ligue 1. Même si je suis plutôt d'accord avec Maxime sur le fait que les Girondins sont vraiment dans une position pas idéale, mais bon, dans une bonne position pour aller se chercher cette cinquième place pardon, qualificative. Moi, je voudrais juste, avant qu'on arrête cette page foot, revenir très très rapidement sur la finale de Ligue des Champions féminine, parce que l'OL qui remporte pour la deuxième année de suite cette compétition, vraiment elles ont une équipe remarquable dans un très beau match que voilà, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens qui suivent le football féminin. On a Lyon qui est la meilleure équipe d'Europe, on a l'équipe de France qui est classée 6e au classement FIFA. On a vraiment une bonne dynamique dans le football féminin français, en espérant que ça se poursuive au JO avec pourquoi pas une petite médaille pour la France, d'où une équipe composée de nombreuses jeunesse. Donc voilà, c'était le petit passage foot féminin, parce que je pense que c'est important d'en parler, parce que voilà, elles font un travail formidable et c'est bien de le dire. Très bien, Nico, très bien. Bon, mais messieurs, on va pouvoir passer à la suite. C'est la fin de la page football. On ouvre tout de suite avec le basket. Et pas de chronique cette semaine de la part de notre ami Nicolas Mangeur, qui a décidé de ne rien foutre encore. Mais un jingle quand même, un jingle. Mais on envoie le jingle quand même. La chronique de Nicolas Mangeur. Alors, tu n'as rien fait, Nicolas, mais tu es quand même au courant de l'actualité, évidemment. Alors, tu vas nous parler de cette finale de Coupe de France qui doit avoir lieu entre Chalon et Limoges. Et qui vient de se finir d'ailleurs avec une victoire de Chalon 83-75. Donc sans grosse surprise, Chalon s'impose. Chalon réalise le doublé après l'avoir remporté l'an dernier, cette finale de Coupe de France face à cette même équipe de Limoges. C'est la deuxième fois qu'un doublé réalisé comme ça en Coupe de France. C'était Pau en 2002-2003, ça va faire plaisir à Maxime qui avait réalisé ce doublé en Coupe de France. Donc voilà, ça vient conclure la saison de Chalon qui a été assez exceptionnelle avec un très bon classement en championnat et des playoffs j'en perds mes mots, tu vois, avec des playoffs qui s'annoncent bien pour cette équipe de Chalon. C'est Ilya Neftimov qui a été élu MVP de cette rencontre. Alors j'ai pas les stats sous les yeux, alors je suis pas capable de vous le dire exactement combien de points il a marqué. Je vais essayer d'aller chercher ça tout de suite. Mais donc voilà, Chalon qui s'impose fort logiquement et quand même petit
petite, on va dire, dédicace à cette équipe de Limoges qui n'a pas démérité, qui a joué jusqu'au bout, qui a vraiment s'est battu jusqu'au bout et qui l'an prochain évoluera en Pro A ça laisse c'est des bonnes nouvelles pour le basket de voir Limoges revenir en Pro A et puis jouer à un très bon niveau. Et ça me fait plaisir aussi parce que c'est pas loin de chez moi tout ça. Maxime. Décidément, on est très supporters aujourd'hui. Hein. Oui, mais qu'est-ce que tu veux? Il n'y a pas beaucoup de grandes villes à côté de chez moi, donc dès qu'il y en a une qui représente un petit peu le sport, et ben on est derrière. Surtout de grandes villes de basket, non, c'est pas très étonnant. Chalon et Impérial cette année, il y a que Gravelines qui est au-dessus d'eux, et c'est vrai qu'il faut féliciter Limoges qui revient en finale. La saison dernière, c'était après une saison de Pro A catastrophique, et cette année, ils sont en Pro B, ils ont un effectif de moindre qualité, mais il y a toujours l'esprit et la combativité chère aux Limougeaux. Donc, encore une fois, pas très étonnant, mais une très belle saison de basket pour Chalon avec les playoffs qui arrivent, et ça va être très très chaud pour eux. Alors justement, il y a des playoffs aux États-Unis, mais il y en a aussi en France. Cette transition est géniale. J'adore la transition. On ne le dit plus, Maxime, hein, ça devient automatique. Oui, donc il y a des playoffs mardi aussi en France. Alors, tu nous fais un petit peu le programme de tout ça, Nico? Bien sûr. Donc mardi, donc le 22 mai, les premiers matchs de ces playoffs en France. Donc on a Le Mans qui va affronter Nancy, Orléans qui affronte le Paris-Levallois, et mercredi Gravelines face à Cholet et Chalon face à Roanne. Donc ça c'est pour le programme. Après, si on s'intéresse un peu plus à ces affiches, voilà le topo. On va commencer par Le Mans Nancy. Donc Le Mans Nancy, c'est peut-être l'affiche la plus équilibrée entre deux équipes qui ont une saison un peu contrastée quand même. On avait vu Nancy partir très fort en début de saison, qui a beaucoup souffert du départ de Nicolas Batum et qui termine quand même cinquième de ce championnat. Donc il va affronter Le Mans quatrième. Deux équipes qui se valent, qui ont chacune des bons joueurs. On va dire que Nancy se base plus sur son collectif, alors que Le Mans avec Taylor Rochesti et Joao Paulo Batista, deux joueurs capables de faire la différence. Après, Orléans, le Paris-Levallois, alors là, tu vois, Paris termine 6e, ils avaient fait vraiment une bonne saison, ils se sont écroulés sur la fin. Je pense qu'on a vu que le Big Three, si on peut l'appeler comme ça, qui à Paris touche ses limites et face à une équipe d'Orléans qui est vraiment cohérente et collectivement bien rodée, je pense pas que Paris va faire illusion très longtemps. Pour moi, l'affiche vraiment la plus intéressante de ces quarts de finale, c'est Gravelines contre Cholet, parce que donc Cholet qui se qualifie in extremis, 8e de la saison régulière, contre Gravelines qui a vraiment dominé de la tête et des épaules cette Pro A cette année. Mais voilà, Cholet qui a le MVP français avec Fabien Causeur, qui a fait une très bonne fin de saison, qui est toujours présent en post-saison, semaine des As, playoffs. C'est toujours des moments que les Choletais négocient très bien. En plus, c'est à côté de chez moi, donc forcément, comme on est partisan aujourd'hui, je vais miser sur Cholet. Mais voilà, la surprise pourrait peut-être, si surprise il doit y avoir, venir de cette rencontre entre Gravelines et Cholet. Et puis pour terminer, Chalon et Roanne, donc Chalon deuxième de la saison régulière, qui s'est pas écroulé en fin de saison, mais qui a perdu des points bêtement face à Roanne, qui comme Cholet s'est qualifié sur la fin. Là c'est pareil, à la différence de la confrontation entre Gravelines et Cholet, je pense que Chalon est au-dessus du lot. On l'a vu avec la finale de France aujourd'hui. Chalon a vraiment une très très bonne équipe. Qui va faire la différence. Après, je pourrais faire le topo comme ça pendant longtemps, mais on peut demander à Maxime ce qu'il en pense. Maxime, un petit favori comme ça, au passage aussi. Là, ça me plaît. Un petit favori, moi je vois bien Chalon gagner le championnat. Comme tu dis, Nico, Cholet peut embêter Gravelines. Je pense que Gravelines aura beaucoup de mal déjà à aller jusqu'en finale, et s'ils y vont, je pense qu'ils seront un peu juste pour aller attaquer Chalon, qui pour moi aura un parcours, je pense, plus facile. Je pense que Chalon saura plus facilement éviter les pièges et accéder rapidement à la finale. Donc je vois bien Chalon gagner et remporter le championnat cette saison. Ça reste mon favori depuis le début de la saison. Après, je suis un peu déçu par Nancy, par Paris, qui pour moi pouvaient prétendre à mieux et en fait sont pas très bien placés. Ils vont se faire rapidement éliminer dès ces quarts de finale. Quant à Orléans et Le Mans, je pense qu'ils n'auront pas les armes pour pouvoir battre les deux premiers que sont Gravelines et Chalon. Je vois une finale Gravelines-Chalon avec Chalon qui passe devant à la finale.
Ouais, et tu vois, je suis quand même, enfin, le parcours de Gravelines est quand même parsemé d'embûches plus grosses que pour moi que celle que Chalon, parce que Gravelines doit se défaire de Cholet et après il va falloir se défaire soit du Mans, soit de Nancy, qui même si ils ont eu vraiment une saison poussive, enfin, il faut le dire, hein, mais c'est des équipes voilà qui depuis 5, 6, 7 ans sont vraiment toujours présentes au rendez-vous et qui ont de l'expérience dans leur rang et qui vont vraiment pouvoir embêter cette équipe de Gravelines, même si Gravelines reste ultra favori parce que Gravelines a la meilleure défense du championnat. Ils prennent, je sais plus, je crois qu'ils prennent 60 points par match. C'est absolument fabuleux ce qu'ils ont fait cette saison. Et donc voilà. Un spectacle qui s'annonce très très sympa en Pro A sur l'antenne de Sport Plus. Très bien, Nico. On va maintenant traverser l'Atlantique pour débarquer directement en Floride parce qu'il y a des playoffs aussi aux États-Unis qui ont lieu ce soir et Miami donc au dos du mur, Nicolas. Quelle transition, oh là là. Oui, Miami qui est un peu comment dire, depuis que Chris Bosh s'est blessé à la fin du match 1, qui est un peu dans le dur. On voit que les tickets shoot, ils sont répartis entre Wade et James et puis qu'ils n'arrivent pas à impliquer leur coéquipier. Et quand Wade passe à côté, comme ça s'est passé au match 3 où il fait un 2 sur 15 au tir, forcément ça devient plus compliqué de gagner et ils prennent 20 points dans la musette. Donc là, ils sont menés 2-1. Ils jouent le 4e match à Indiana. Faut savoir que je crois, il me semble qu'une équipe menée 3-1 dans l'histoire de la Ligue n'a jamais réussi à s'imposer en play-off. Donc ça montre un peu la tâche qui attend Miami si jamais ils perdent ce soir. Indiana, c'est vraiment la bonne surprise de cette post-saison. Je pensais qu'ils allaient vraiment s'écrouler et au final, ils ont vraiment dominé très largement Orlando. Bon, un Orlando très diminué. Et face à Miami, bah voilà, ils ont le collectif qui est là, ils ont les joueurs qui font le boulot et c'est vraiment la bonne surprise de ces playoffs. Et ça m'étonnerait même plus de les voir aller en finale de conférence, sachant que Miami est quand même privé de Chris Bosh. Chris Bosh, c'est 20 points par match. Chris Bosh, c'est une fixation défensive et offensive à l'intérieur. C'est la seule que Miami a et ça fait vraiment très très mal depuis l'avoir pour le 8. Alors San Antonio joue aussi ce soir. Les Spurs mènent 3-0 dans leur confrontation. San Antonio écrase tout cette saison. C'est la balade de santé pour les Spurs, 17e victoire consécutive hier soir, c'est la 7e de suite en play-off, ils en sont à 7-0 depuis le début de la post-saison. Toutes les victoires sont faites en moyenne avec 17 points d'écart, donc ça montre un peu l'équipe. Le collectif est monstrueux. Dès qu'il y a un joueur, comme ça a été le cas hier avec Boris Dio, qui est un petit peu passé à côté offensivement de son match, il y a Parker, il y a Duncan, il y a le rookie Kawhi Leonard qui sont là pour faire le travail. Même Danny Green qui s'impose comme une valeur sûre à 3 points et un très bon défenseur sur Chris Paul. Le collectif est beaucoup plus puissant pour les Spurs, donc il y a pas photo. Pour la petite histoire, les Spurs étaient menés de 25 points à la fin du premier quart-temps hier et ils gagnent de 10 points à la fin. Donc ils se mettent des petits défis comme ça à relever pendant les matchs. Non, trêve de plaisanterie, mais voilà, cette équipe est vraiment impressionnante et elle joue, il faut quand même le souligner, face à une équipe des Clippers avec Chris Paul et Blake Griffin qui sont diminués, qui se sont blessés à la fin de la série contre Memphis et ça il faut quand même pas l'oublier, même si je pense que ça n'aurait pas fait illusion longtemps. Juste une chose, peut-être que le match 4 ne se jouera pas ce soir parce que le match se joue au Staples Center à Los Angeles. Donc déjà hier ils ont fait la prouesse de changer le parquet entre les deux matchs des Lakers et des Clippers en 90 minutes chrono. Et le problème c'est que là ce soir au Staples Center, il y a un match de hockey sur glace. Et donc ils ont installé la patinoire pour le match et après ce match-là il y a le match des Clippers et si le match va en prolongation de hockey sur glace, les Clippers ne pourront pas jouer parce qu'ils n'auront pas le temps de changer la salle. Alors c'est les USA, c'est un autre monde, hein, mais c'est assez sympathique à signaler. Très bien, très bonne information, Nicolas, je te félicite. Et enfin, on va peut-être dire un petit mot sur donc les Lakers qui sont menés maintenant 3-1 dans leur confrontation. Qu'est-ce qui se passe à Los Angeles, Nico? Los Angeles subit la foudre Oklahoma City. Les Westbrook et les Durant sont en train de faire très 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 mal. Alors que James Harden passe pas à côté de sa série, mais il n'a pas une réussite très 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 bonne au tir. Et donc les Lakers qui sont menés 3-1, qui vont jouer à la maison demain
demain, non, qui vont jouer même à Oklahoma demain. Donc Oklahoma peut conclure la série dès demain. Les Lakers, c'est une saison, on va pas dire de transition, mais ils ont une saison un peu poussive. Il leur manque un meneur digne de ce nom, il leur manque un intérieur remplaçant digne de ce nom aussi, et voilà, ils souffrent face à une équipe de Oklahoma qui est jeune, qui est athlétique, qui est très talentueuse qui impose vraiment un rythme de fou. Si on voit une finale de conférence Oklahoma-San Antonio, je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Ce serait tout à fait logique au vu de la saison parce que ces deux équipes ont dominé la ligue toute la saison. Et ça sera vraiment, je pense même, une finale NBA avant l'heure parce que celui qui remportera ce match entre San Antonio et Oklahoma sera champion NBA à 90%. Maxime, un petit mot sur ces playoffs américaines. Alors on a oublié de citer juste une équipe qui pour moi sera en finale NBA, je pense que ça peut être Boston. Boston qui est assez impressionnant avec ses vieux roublards qui sont en train de cartonner un peu tout ce qui passe aussi, un peu à la manière de San Antonio. Donc c'est l'équipe qui moi me surprend énormément. Ils ont un bon banc, un bon effectif assez profond, donc ils ont de quoi voir venir. Si Miami par miracle passait, je pense qu'ils se feront broyer. Si les Pacers passent, ce sera l'expérience de Boston qui fera parler. Donc je vois bien une finale NBA avec les Boston et puis l'équipe de conférence Ouest qui sera de toute façon énorme entre Oklahoma ou San Antonio. L'une des deux sera de toute façon, je pense, au-dessus de son adversaire. Ils sont tellement, la conférence Ouest est déjà tellement énorme en soi, tellement difficile à gagner. On voit que San Antonio et Oklahoma l'ont dominé. On ne peut que penser qu'ils vont gagner la finale NBA tellement ils sont au-dessus du lot. Mais même surtout qu'une série, là, je suis d'accord avec toi. À l'Ouest, même Memphis qui s'est fait éliminer au premier tour, c'est une équipe qui pourrait battre n'importe quelle équipe à l'Est, parce que la conférence Ouest est beaucoup plus dense au niveau du niveau des équipes. Et maintenant que Miami a perdu Chris Bosh, il y a vraiment plus aucun obstacle qui s'oppose pour les équipes de l'Ouest. Et je peux te l'annoncer maintenant, on en reparlera fin juin, mais l'équipe qui remporte la finale de la conférence Ouest sera champion NBA. C'est une quasi-certitude. Moi, je te le dis, moi, la seule qui pourra contester, c'est vraiment Boston qui a gardé ses pièces fortes et qui a l'expérience suffisante pour gagner une finale NBA parce qu'ils ont déjà gagné une finale NBA. Ouais, mais c'est la seule qui peut y arriver. Oklahoma et San Antonio sont vraiment trop complets cette saison. Ils sont vraiment impressionnant et la preuve San Antonio on est à 7-0 dans les playoffs, il pourrait y avoir Oklahoma on est à 7-1 et ils ont perdu un match un peu que de 3 points d'écart contre les Lakers. C'est vraiment le seul truc qui moi me fait tiquer, c'est Oklahoma. S'il passe, il pourrait manquer l'expérience peut-être, mais encore faut-il qu'il passe contre San Antonio et ça c'est une autre histoire. Très bien, messieurs, fin de ce débat sur le basket. On termine aujourd'hui avec du tennis. Le tournoi de Rome est en vue, bien sûr, Roland Garros. C'est la chronique de Maxime Babser. La chronique de Maxime Babser. Le tournoi de Rome s'achève aujourd'hui avec une nouvelle demi-finale entre Djokovic et Nadal. Les deux premiers mondiaux sont les favoris pour Roland Garros. Mais qu'en est-il de nos Français, Maxime ? Ils sont 4 à pouvoir légitimement prétendre à une victoire dans un grand chelem. Richard Gasquet, Gaël Monfils, Gilles Simon et Jo-Wilfried Tsonga sont parmi les 25 meilleurs joueurs mondiaux. Tsonga a déjà atteint la finale d'un grand chelem, c'était en Australie, souvenez-vous, en 2008. Mais le mieux placé de tous, c'est bien sûr Gaël Monfils. Le Parisien a atteint le dernier carré de Roland Garros la même année que Tsonga en Australie. Il dispose surtout d'un jeu parfaitement adapté à la terre battue. Son jeu de fond de court et son incroyable défense lui permettent de tenir les longs échanges indispensables pour gagner sur l'ocre parisienne. Il sait aussi transformer la pression du public en énergie positive et c'est le seul, je le pense, à savoir le faire. Les autres joueurs français craquent très souvent sous la pression du public. Gasquet et Simon sont aussi trop légers physiquement pour tenir le rythme sur 2 semaines, selon moi. Et en fait, son gars est maudit Roland Garros parce qu'il n'a jamais franchi le stade des 8e de finale. Alors c'est peut-être le moment pour lui de mettre fin à cette malédiction, mais personnellement, ça m'étonnerait très fortement. Alors, on va revenir sur cette semaine qui s'est passée à Rome. On va peut-être commencer par cette finale qui nous attend entre... oui, le micro, c'est mieux en face. Ça va aller. Merci Maxime. Je t'en prie. Donc oui, le retour sur cette semaine de Rome avec cette finale entre Djokovic et Nadal. Djoko capable de tout et Nadal qui va avoir faim de récupérer sa deuxième place, je pense. Oui, je crois qu'il a récupéré sa deuxième place, mais bon, il est sur terre, c'est sa surface, c'est son domaine. Il a été battu 2 fois l'an dernier. Il avait, on va dire, les boules d'avoir perdu à Rome et à Madrid. Donc là, il voudra vraiment rattraper
ces deux finales-là. Alors la finale pour l'instant n'est pas encore jouée parce que la finale dames est suspendue à cause de la pluie. Elles en sont à 6-6, c'est la fin du match. On espère que ça va bientôt se finir. Donc du coup les hommes ça va peut-être se jouer ce soir. Demain on sait pas trop. Le temps est vraiment mauvais au-dessus de Rome. Donc le suspense est toujours entier, toujours là, heureusement, mais ça va être une belle finale parce qu'on n'avait pas eu cette affiche depuis un petit moment. On les avait pas vus à ce niveau-là depuis longtemps. On a l'impression que vraiment ils montent bien en puissance avant Roland Garros. Ils semblent arriver au pic de leur forme pour Roland Garros et ça pourrait être très intéressant pour le Grand Chelem parisien. Ça annonce une belle compétition à Roland Garros en tout cas. Ah oui, clairement, on a un plateau hyper relevé. Djokovic et Nadal sont très hauts. Federer aussi est très très bien revenu. Il a enfin compris comment il devait gérer son planning par rapport à son âge, parce qu'il a un âge assez avancé par rapport aux autres. Et il gère très bien ses tournois. Maintenant, il ne joue que les gros tournois et fait que des gros résultats. Là, il a fait demi-finale cette semaine. Il a remporté les autres tournois les semaines précédentes. Donc lui aussi est en très grande forme. On a un plateau très très relevé avec les Espagnols, Ferrer, Almagro, ils sont toujours là, toujours prêts à jouer. Donc très gros plateau à venir. Alors finalement, oui, tu parlais de Federer, Federer qui sera pas en finale du tournoi de Rome, mais qui a fait quand même une très belle semaine à Rome. Il fait une très belle semaine, il fait de très beaux tournois à chaque fois qu'il joue cette année. Il n'a pas eu beaucoup de mauvaises contre-performances. Il est tombé sur un os, c'est Djokovic, qui est intenable ces derniers temps, qui reste toujours au sommet. Il est numéro 1 mondial et imbattable. Donc Federer, faut pas l'oublier, a maintenant 30 ans. Il est certes peut-être le meilleur joueur de l'histoire, mais voilà, il fait son âge et il reste à 30 ans dans les derniers carrés de tous les tournois qu'il joue. Ça reste quand même un immense joueur. Alors avant l'émission, tu me parlais aussi des inquiétudes qui tournaient autour aussi d'Andy Murray qui nous fait des contre-performances sorties par Gasquet. Gasquet cette semaine à Rome en 8e je crois de finale. Il est vraiment pas bien sur terre battue depuis sa demi-finale d'anthologie contre Djokovic. On sent qu'il a pas réussi à se relancer. Pourtant il est coaché par l'immense joueur américain dont j'ai perdu le nom. Je sais que vous allez m'aider. Il a eu un nouveau coach, ça l'a pas beaucoup aidé et finalement, écoutez, Murray s'est fait éliminer cette semaine assez tôt à Rome. Il n'a pas fait de gros tournois sur terre battue, donc Roland Garros va être lui le gros point d'interrogation parce qu'il est numéro 4 et peut-être qu'il pourrait être titillé par pourquoi pas Joe-Wilfried Tsonga pour la quête du numéro 4. Alors peut-être un petit mot aussi sur Juan Martín del Potro qui revient mais qui n'arrive pas encore à passer la tête complètement. Alors lui c'est peut-être le seul qui pouvait inquiéter le Big Four, on le sait depuis son titre à l'US Open en 2009 il me semble. Il a eu une longue blessure les précédentes saisons, là il revient vraiment très en forme, sur la terre battue il l'apprécie beaucoup. C'est un joueur argentin, c'est un joueur forcément qui a des facilités avec la terre battue, donc on sait que c'est en plus un grand gagneur. Techniquement, il est au niveau des 4 premiers, donc et puis en plus il est physiquement, il était fragile jusque-là. Il semble avoir retrouvé une certaine solidité, donc attention à Del Potro qui fait beaucoup de demi et de quart de finale sur les derniers tournois, qui pourrait encore être au rendez-vous à Roland. Alors maintenant peut-être un petit débriefing sur nos Français, avec Gasquet justement qui sormerait, Tsonga qui sort peut-être un petit peu tôt, c'est dommage. Il pouvait peut-être pas forcément espérer mieux, mais bon. Il est tombé, on est toujours déçus pour Tsonga, on est toujours déçus. Ça. Il est numéro 5, on se dit qu'il peut aller chercher les 4 premiers et à chaque fois qu'il les joue, il se fait pas balayer mais pas loin quoi, il est pas encore au niveau pas vraiment de résistance. Voilà, on a pas l'impression qu'il puisse résister aux 4 premiers donc il est juste derrière quoi. C'est le 5e mondial, il est quand même énorme quoi. Enfin un Français 5e mondial, on n'avait pas eu ça depuis très très longtemps. Il est énorme mais sur les grands tournois, il n'arrive pas à franchir le cap, il arrive toujours quart, demi-finale. Et encore, c'est difficile pour lui d'arriver en demi-finale. Il a peut-être pas non plus le jeu pour aller sur la terre battue. Donc pour Roland Garros, allez, moi je pense qu'il franchira pas les 8e ou les quarts. S'il y arrive, il s'arrêtera là, quoi. Il y a 2 meilleures chances françaises. Il y a peut-être Gasquet qui est sur terre battue assez bon et Monfils surtout qui est sur terre battue un génie absolu. Nicolas. Mais de toute façon, si tu veux qu'on parle de terre battue et de Roland Garros, moi je pense cette année, ça va être un constat assez dur, mais cette année encore, on n'a aucun Français qui est
au niveau et en forme au moment où il faut pour Roland Garros. Mon fils est à la rue en ce moment. Il est pas au niveau. Je suis désolé, mais ça reste un très bon joueur de terre battue, mais il n'a pas le niveau pour aller titiller les meilleurs mondiaux actuellement. Tsonga, c'est pas sa surface la terre battue. À la limite, tu vois, il y a que Gasquet, mais Gasquet, on sait très bien, ça fait depuis 5 ans qu'on en parle, qu'on a le même débat toutes les saisons. Est-ce que Gasquet peut faire quelque chose à Roland Garros? Et à chaque fois, il se fait éliminer parce qu'il a un mental, qui est pas assez bon. Donc les Français n'ont pas encore un successeur digne de Yannick Noah à Roland Garros, et ça, il faut se le mettre dans la tête. Et voilà, on sait très bien comment ça va se passer, comme ça se passe depuis 4 ans dans tous les grands chelems. Ça va se terminer avec un dernier carré avec Federer, avec Djokovic et avec Nadal, comme ça se passe tout le temps, parce que ces joueurs-là sont complètement au-dessus du lot, sont à des années-lumière du niveau de la planète tennis, et c'est assez triste comme constat. Enfin triste, je sais pas si c'est triste, mais ça va encore être le cas cette année. Un petit mot rapidement maintenant, Maxime. Djoko, Nadal en finale à Rome, ton pronostic? Je vois encore Djoko passer. Je pense qu'il a définitivement un avantage psychologique sur Nadal, et je pense qu'il va encore aller le chercher sur ce tournoi. Il va vouloir mettre la pression sur Nadal avant Roland Garros. C'est très important pour lui d'essayer de mettre la pression psychologique sur Nadal, de lui faire comprendre qu'il est toujours là, qu'il est encore un cran au-dessus, qu'il va falloir vraiment que Nadal soit à 150% pour espérer le battre, même sur terre battue, qui est sa surface de prédilection. Je pense que Djokovic aura les dents pour aller le chercher. Et Roland Garros? Écoute, Roland Garros, ça dépend, parce qu'il y a toujours ce genre de surprise. Federer qui l'an dernier avait battu Djokovic, mais je pense que le numéro 1 mondial. Le Roland Garros, le favori, c'est Nadal, c'est tout. C'est Nadal. Même Nadal sur une jambe avec une entorse au poignet et Attends, un maillot beurre noir, l'an dernier, il serait favori à Roland Garros. Oui, c'est le favori pour Roland c'est le Garros, favori, comme mais il l'est Djokovic- depuis 8 ans. Hein, Calmez-vous, messieurs, calmez-vous. Djokovic, au-dessus du lot, Non, mais il n'y Djokovic, a pas débat là-dessus. À Roland Garros, le favori, c'est Nadal. Après, Djoko fait partie des joueurs avec Federer qui peuvent aller chercher Nadal sur ce genre de tournoi. Federer, il peut pas aller chercher à Roland Garros, il a jamais pu le faire à Roland Garros. Si. Non, il pourra pas. Mais Nadal est au-dessus du lot à Roland Garros depuis moult années. Hein. Écoute ça. Allez, messieurs, on est un petit peu en retard. On va finir avec le coup de gueule de la semaine. C'est Maxime, justement, qui va encore reprendre le flambeau, juste derrière le tennis. Je t'arrête pas, Maxime. J'en peux plus, là, j'en peux plus. Allez, c'est le carton rouge de la semaine avec Maxime Babser. Le carton rouge de la semaine. Connaissez-vous le point commun entre Jo-Wilfried Tsonga et la Ligue nationale de football? A priori, il n'y en a pas. Et pourtant, ils sont capables de se saborder avant une compétition majeure. Je vais m'expliquer tout de suite. La Ligue nationale de football a maintenu la dernière journée de Ligue 1 aujourd'hui, au lendemain de la finale de la Ligue des Champions. Elle a obligé le sélectionneur français Laurent Blanc à convoquer ses joueurs sur plusieurs jours, voire sur plusieurs semaines, et à composer 2 prélistes. Jo-Wilfried Tsonga, de son côté, a lui déclaré hier dans l'équipe, je cite, « Aujourd'hui, il n'y a aucune chance qu'un Français gagne Roland Garros. » Les Français sont donc suicidaires, c'est officiel. Avez-vous entendu une seule fois un Nadal ou un Djokovic, par exemple, dire qu'il ne gagnerait pas le prochain tournoi? Jamais, jamais ils n'auraient pu dire ça. Certaines équipes, avant une compétition majeure, pour l'équipe de France c'est l'Euro, eh bien d'autres équipes ont compris la nécessité de passer outre leurs championnats nationaux pour se rassembler une seule fois ou en un temps très court et se préparer correctement. Je pense évidemment à l'équipe de France de basket, qui avait été avant mise au banc des équipes nationales pour leur préparation. Et aujourd'hui, elle est l'une de nos meilleures chances de médaille aux JO de Londres. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris la nécessité d'une bonne préparation. Et comme par hasard, Tony Parker, son leader, n'a jamais, au grand jamais, osé dénigrer son équipe nationale. À bon entendeur. Très bien, merci Maxime pour ce joli carton rouge. Alors Nicolas, une petite réaction par rapport à tout ça. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi par rapport à l'ami Tsonga, parce que Tsonga il fait un constat simple, clair et net, qui est sans doute dur à admettre, mais que lui aussi il faut qu'il admette, c'est que il y a un top 4, voire même plutôt un top 3, parfois même un top 2, qui est injouable, qui est imprenable en tennis, et que il est conscient que c'est vraiment sur un exploit complètement dément et inimaginable que un Français pourrait gagner Roland Garros. Est-ce que dire ça, c'est se saborder? J'en suis pas totalement persuadé, dans la mesure où il dresse juste un constat que tout le monde pense
il le dit à haute voix. Donc voilà, après, on peut s'interroger sur la manière, mais moi, je trouve pas ça choquant. Par contre, je suis en accord avec toi par rapport à la Fédération française de football et à la LFP qui laisse cette dernière journée de Ligue 1. Déjà d'une, alors que tous les autres championnats sont terminés depuis une semaine, alors je ne comprends pas trop le fonctionnement de la Ligue 1. Et surtout que, voilà, depuis vendredi, il y a combien? Il y a 12 joueurs qui sont à Clairefontaine parce que Ribéry et Malouda étaient à la finale de Ligue des Champions. Donc Laurent Blanc a 12 joueurs et ils font des petits tennis ballons, ils mangent, ils vivent la belle vie, mais voilà, tu peux pas préparer sereinement une compétition comme ça, sachant qu'il va récupérer tous les joueurs que jeudi prochain, il me semble. Donc c'est quand même assez bizarre cette décision de la part de la LFP de garder cette journée à cet endroit-là, et ça pose vraiment des questions sur ce que sur l'organisation qui se passe en France, mais même dans tous les sports. En France, on a vraiment des problèmes à gérer et à s'aligner sur tout ce qui peut se passer dans le monde et qui est mieux que ce qui se passe chez nous. Maxime. Et juste pour revenir sur ce que tu disais sur le top 3 mondial en tennis, ce top 3 avant il n'existait pas parce que Djokovic n'était rien, enfin n'existait pas par rapport à Nadal et Federer, et c'est parce que lui n'a jamais eu peur de dire je vais chercher la première place mondiale, j'ai un rêve, je veux l'atteindre, je veux ce que je reproche principalement aux Français, mais Tsonga pour le coup je suis un peu déçu parce que d'habitude lui ne l'a jamais fait, c'est que les Français n'ont jamais su être capables de dire je vais être numéro 1 mondial, je vais l'être, je vais tout faire, et de le déclarer, de le dire haut et fort, de faire peur à tout le monde quoi. À un moment donné il faut aussi savoir faire peur aux autres, ceux aussi y croire. On a l'impression que là, c'est Tsonga, il a abandonné l'idée totalement de gagner un jour Roland Garros. Ah, mais il faut connaître ses limites. Tsonga, il a 20. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le but d'un sportif, c'est de dépasser ses limites. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que Tsonga, il a 28 piges, il sait très bien qu'il n'arrivera jamais à atteindre un niveau aussi important et avoir un niveau, donc au niveau de la constance et au niveau du niveau de jeu aussi grand que celui de Federer. Il a le même âge que Nadal et Djokovic. Non, mais je veux dire, c'est que il le sait très bien qu'il n'arrivera jamais à ce niveau-là. Et à la limite, je trouve que voilà, c'est plutôt une marque de respect de dire voilà, je conçois que vous êtes meilleur que moi. En disant ça, ça veut pas dire qu'il ne cherche pas à s'améliorer, ça dit juste qu'il conçoit que il y a des joueurs qui sont meilleurs que lui et qu'il fait avec les moyens du bord, qu'il progresse comme il peut, mais il sait très bien qu'il y a une marge encore énorme entre lui et le top 3 mondial, tu peux pas dire le contraire. Il aurait dû dire jamais je gagnerai Roland Garros plutôt dire que les Français. Là, c'est dénigrer vraiment le sport français dans son ensemble. Je trouve ça vraiment dommage de jouer l'individualiste quand on a. Mais parce qu'à l'heure actuelle, aucun Français gagnera. Et tu ne le sais pas, ça se trouve dans 2 semaines il va gagner. On en reparlera dans 5 ans. Dans 2 semaines, c'est ça. À l'heure actuelle, aucun Français est capable de gagner Roland Garros. Voilà. C'est un débat sans fin. Entendez ça, chers auditeurs. Vous n'arrivez pas à vous entendre. On va se battre. Merde. Laissez-moi, on est en retard, il faut qu'on conclue. Merci à tous d'avoir suivi le Bar des Sports. On vous invite bien sûr à venir trinquer sur nos 2 plateformes internet, bardesports.fr et rtsradio.fr. Messieurs, sur cette belle conclusion, sur ce beau débat bien engagé, il faut se dire au revoir. Nicolas, bonne semaine et à la semaine prochaine. Eh ben, bonne semaine, c'était encore une très bonne émission. Et puis s'il y a des gens qui pensent comme moi à l'antenne, ne vous inquiétez pas, le débat va continuer hors antenne et je ne vais faire qu'une bouchée, je vais écrabouiller le Maxime Babser pour lui faire comprendre qu'il a tort et que c'est moi qui ai la vérité là-dessus. Et Maxime est tremblant, tout tremblant, face à Nicolas. Je me sens limite, je me sens fondre devant l'impressionnant Nicolas Mangeard. Bonne semaine Maxime et à la prochaine émission. Et bien à la prochaine émission, et vous inquiétez pas, le débat sera toujours comme d'habitude entre gentlemen d'une grande qualité. À l'antenne, parce qu'en antenne, c'est pas pareil. On remercie aussi Pierre Akimogourni d'être venu parler football avec nous. À la prochaine pour parler de foot. T'es le bienvenu quand tu veux. Et voilà, bonne semaine à toi aussi. Ok, merci, bonne semaine à vous aussi. RTS vous donne rendez-vous demain avec Anday, François Berthier, coach de Paris Handball, et Paul Baudouin seront présents. Voilà le rendez-vous pour tous les amateurs de handball. Le Bar des Sports referme ses portes. Merci à tous les auditeurs. Continuez à nous écouter et nous faire connaître. Salut à tous, à la semaine prochaine et surtout, santé.